Hop. Bonjour à tous. Alors, du coup, on va faire des petits tests, comme ça on va attendre que les autres arrivent. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez bien les slides à l'écran. Comme ça, on fait petit test technique avant de démarrer cette conférence, enfin, ce Dej Business. Hop. Ah, ok. Du coup, ça a été désactivé, il me semble, le chat. Alors, attends, question. Hop. Oui, tout marche bien. Ok, parfait. Génial. Ok, c'est sur la partie question. Ok, génial. Alors, on va attendre peut-être 2 petites minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter, si ça vous va. Hop. Tac, tac. Oui, pas de chat, désolé, c'est moi. Il a été désactivé parce que du coup, vu qu'on est quand même nombreux, sinon c'est un peu compliqué à gérer. Mais du coup, comme ça, pendant tout le long de la conférence, si vous avez des questions, vous les mettez à cet endroit-là. Et comme ça, à la fin de la session, on prendra un petit temps pour répondre à toutes vos questions en essayant de respecter le temps imparti. Hop, hop. Ok, génial. Bon, on va commencer. Les retardataires arriveront en cours de route. Du coup, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce Dej Business par Green Bull Campus. Je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important puisque c'est le financement pour le lancement de son activité. C'est vrai que moi, je vois souvent deux questions qui reviennent à 80-90% du temps. C'est j'ai pas d'idée, enfin j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas d'idée ou j'ai pas les fonds pour le financer. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment qu'on puisse débloquer cette deuxième objection, parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de leviers qui existent en France, de dispositifs. J'en ai moi-même profité du coup pas pour mes activités. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait, quels sont les avantages et les inconvénients des dispositifs. Et pendant tout le long de la conférence, enfin, du Dej Business, on va plutôt l'appeler comme ça, c'est c'est plus sympathique. Du coup, je vous laisserai mettre vos questions dans le chat, enfin sur la partie questions. Du coup. Alors, du coup, pour me présenter rapidement, moi c'est Axel Lutin. Ça fait un petit moment que j'entreprends maintenant, parce que ça fait maintenant près plus de 10 ans. J'ai commencé assez jeune, j'ai créé ma première structure quand j'avais 16 ans dans l'événementiel. J'ai commencé par créer en fait une société pour l'organisation de soirées, puisqu'à la base j'étais DJ. Et du coup, j'ai en fait par effet ricochet, commencer à dire aujourd'hui je mixe dans des endroits, pourquoi je pourrais pas créer mes propres événements du coup pour faire du chiffre d'affaires. Ça a commencé comme ça dans des endroits publics sur la Côte d'Azur, donc de Monaco à Cannes. Et après, je l'ai transformé petit à petit enfin, pour les événements privés aussi, donc tout ce qui était mariage, réception, lancement de marque, location de matériel pour les événements. Et au final, c'est vrai que souvent on me pose cette question au démarrage. J'avais pas en tête, si vous voulez, d'entreprendre directement. C'est juste que la première chose, c'est que j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait. Donc pour le coup, là, c'était la musique. Et du coup, je préférais faire ça à la base que du coup travailler dans un restaurant parce que quand on a cet âge-là, on avait besoin de commencer à générer des revenus à côté. Et du coup, c'est ça qui me plaisait. Donc, en fait, je l'ai fait un peu accidentellement. Ça m'a plu. Donc, après, j'ai continué à développer des activités, notamment dans le e-commerce, parce que j'ai fait une école de commerce qui coûtait relativement cher dans le sud, qui s'appelle Schema, que j'avais besoin de financer. Donc, en fait, j'ai commencé à me mettre au e-commerce, développer des shops, commencer à générer des revenus sur cette partie-là qui m'a permis de financer mes études et du coup mes voyages. Et en fait, en dernière année, lors de mon Master 2, j'ai créé une startup qui s'appelle Time Enjoy, qui
fait, on est une solution qui centralise l'ensemble des données événementielles et touristiques des territoires avec des solutions grand public, des solutions B2B, donc des logiciels pour les organisateurs d'événements et pour les acteurs du tourisme. Et du coup, de l'autre côté, une agence aussi spécialisée en acquisition, donc qui s'appelle BrainLab, qui est mon associé et d'ailleurs un des coachs Green Bull, qui s'appelle Alex, que je salue. Et du coup, en fait, on gère tout ce qui est budget des marques en ligne. Donc, on va gérer voilà, budget pub, Facebook Ad, Google Ad, TikTok Ad, tout ce qui finit par ad, toute la partie stratégie, la partie création de contenu et campagne d'influence. Voilà, donc c'est un peu notre scope. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on accompagne aussi des entreprises à faire de la croissance grâce à ces leviers digitaux. Et du coup, bah voilà, coach, coach Green Bull Campus, mais je donne aussi des cours du coup à Schema en master entrepreneurship et dans deux écoles à Nice et à Paris. Voilà grosso modo pour ma présentation. Alors, on va commencer par le financement de son activité. Alors, je vous remets un peu 5 ans en arrière. Moi, quand j'ai fini mes études, je voulais absolument créer ma startup. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Alors que c'était je pense le plus mauvais moment, c'est-à-dire que j'avais un crédit sur le dos. J'avais jamais été salarié, donc j'avais pas droit au chômage, enfin j'avais droit à aucune aide. Et en plus de ça, j'ai pas commencé par quelque chose qui est assez facile puisque c'était une solution tech et je n'avais aucune connaissance sur la partie tech. Donc c'était quand même un gros risque et c'est pas comme aujourd'hui comme par exemple l'agence que je vous ai présentée où en fait on n'a pas forcément besoin de grosses charges d'investissement à la base. Il suffit juste de trouver un client, de vendre son expertise et c'est comme ça que ça démarre. Là, c'était vraiment, on avait besoin de créer toute une infrastructure technique avant de pouvoir générer le premier client. Et d'ailleurs, le premier client, on l'a généré 1 an et demi après avoir développé toutes les solutions. Donc, c'était un peu compliqué. Et du coup, c'est là où j'ai commencé par voir quels étaient les dispositifs de financement qui existaient. Donc là, sur les slides, on va en voir plusieurs. Voilà, on va en parler, comme je dis, avantages, inconvénients. Mais sachez une chose, que c'est possible. Et sans forcément s'endetter, alors oui, il y a les prêts, comme vous les connaissez, mais il y a aussi pas mal de moyens de pouvoir aussi lever des fonds à la base pour lancer son activité et avoir les ressources nécessaires. Parce que c'est vrai que c'est en fait un démarrage qui peut être compliqué. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Il y a des secteurs ou des entreprises qui ont besoin de beaucoup de financement à la base, certaines qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de financement. Donc moi, je suis très de la philosophie de commencer à avoir des clients et après tu commences à développer ton infrastructure. Mais au moins déjà, tu vas le plus vite à l'encontre du marché et tu commences déjà à générer du chiffre d'affaires. Et le meilleur moyen, c'est de financer son activité par son chiffre d'affaires. Forcément, ça va rester la meilleure source de financement. Donc, s'il y a des gens dans cette conférence qui ont cette possibilité-là, sachez que vous n'avez pas forcément besoin de toute une infrastructure, du meilleur site internet, de tous les outils en veux-tu, en voilà, parce qu'il en existe des milliers. Mais vous pouvez directement commencer dès aujourd'hui à aller chercher vos clients et vendre votre expertise. Maintenant, si c'est des besoins de financement qui sont un peu plus conséquents, on va passer du coup au slide suivant. Oui, du coup, j'ai zappé la partie Green Bull Campus que j'ai quand même présentée. Du coup, Green Bull Campus, c'est une filière, comme vous voyez, du groupe Green Bull, qui détient aujourd'hui plusieurs activités et qui est un acteur international basé en France, Suisse et Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et du coup, chaque année, ils accompagnent plus de 6000 apprenants au travers plusieurs filiales, que ce soit entrepreneuriales, immobilières, finance. Du coup, voilà. Donc, on est dans le cadre aujourd'hui Green Bull Campus pour la partie entrepreneuriale, mais Green Bull aussi a diverses activités et sont quand même assez spécialisés sur toute la partie formation, qui savent d'ailleurs très bien faire. Qui suis-je? Bon, je me suis présenté, je ne vais pas me représenter. Donc, passons directement à nos moutons. Premier levier de financement, forcément, c'est quoi? Ça va être l'apport personnel. L'apport personnel, c'est en fait ce que vous allez pouvoir mettre dans votre entreprise à la base. C'est quand même assez important, forcément, parce que peut-être que vous avez déjà fait des prêts, par exemple, immobiliers. C'est vrai qu'on aime bien, même en tant que quand vous allez avoir des interlocuteurs en face, que ce soit des clients, des futurs investisseurs, etc., de voir que vous avez quand même un minimum d'implication. Donc forcément, la hauteur de votre apport personnel va aussi déterminer potentiellement votre degré d'investissement dans l'entreprise ou dans le projet que vous voulez créer, parce que du coup, ça augmente la partie risque. Donc forcément, à partir d'un certain montant, donc ce que vous avez potentiellement épargné, vous allez pouvoir le mettre dans votre entreprise. Si vous avez des associés, la même chose, vous allez demander un montant du coup par associé
qui va aussi déterminer votre capital social, la répartition des parts, mais qui va pouvoir vous constituer déjà un petit montant sur la partie trésorerie qui va du coup, attendez, excusez-moi, hop. Du coup, sur la partie trésorerie, qui va vous permettre de démarrer votre activité. Donc ça, c'est un point assez important. Et forcément, si demain, vous mettez 10 000 ou 20 000 euros d'argent que vous avez économisé, je ne sais pas, depuis 5-10 ans, vous n'aurez pas non plus aussi le même engagement au quotidien dans votre boîte pour faire en sorte qu'il réussisse. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le love money, la love money. Donc en fait, c'est toutes les personnes de votre entourage qui vont pouvoir vous financer. Alors ça peut être la compagne, ça peut être l'oncle, ça peut être les parents, les grands-parents, etc. S'ils croient en votre projet, ils peuvent directement vous aider, vous donner un petit coup de pouce. Donc c'est toujours intéressant pour pouvoir financer le projet. Et si vous multipliez ça aussi par le nombre d'associés, si vous êtes plusieurs par exemple dans votre structure, ça peut commencer aussi à constituer un autre capital. Et aussi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que vu que c'est quand même de l'argent que vous empruntez, c'est pas un emprunt, mais que vous donnent vos proches, le degré d'implication aussi, normalement, est censé être plus élevé sur cette partie-là, parce que forcément, vous n'avez pas envie de les décevoir. Donc voilà, ça c'était les deux, on va dire, basiques, hein, je pense que tout le monde connaissait. La troisième, c'est les aides et les subventions. Alors, les aides et les subventions, on ne va pas avoir le temps de les lister parce qu'il en existe des centaines et des centaines et des centaines en France, mais on n'y pense pas forcément alors que, j'ai envie de dire, quand vous démarrez, c'est le meilleur levier de financement que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Tout simplement, c'est gratuit. C'est de l'argent qu'on donne gratuitement. Il n'y a pas besoin de les rembourser. Et du coup, si vous vous crachez, souvent, c'est des dispositifs qui savent qu'il y a un taux de risque quand même assez élevé sur la création d'entreprise. Du coup, souvent, c'est garanti soit par l'État, soit par des fonds européens, soit par BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Donc ça, il faut que vous vous renseigniez. Du coup, il y a plusieurs endroits où aller regarder. Donc déjà, au niveau des aides, vous avez un site qui est super bien fait qui s'appelle lesaides.fr qui répertorie toutes les aides dont vous pouvez avoir. Alors, aussi bien sur les aides de subvention que sur les prêts participatifs, on y reviendra après, que sur, par exemple, les avantages fiscaux ou même, par exemple, je sais pas, là, sur la partie ressources humaines, si vous avez besoin d'embaucher, par exemple, vous avez l'aide de 8 000 euros qui est fait par l'État pour employer, du coup, un jeune en alternance. Donc, par exemple, vous allez avoir toutes ces aides-là. Moi, je vous conseille de les regarder bien en détail, voir si elles sont appropriées par rapport à votre secteur d'activité, parce que des fois, ça va dépendre de critères qui sont assez spécifiques. Ça va dépendre de secteurs particuliers, ça va dépendre du degré d'innovation de votre projet. Ça va dépendre aussi de tout ce qui va être au niveau des ordres de l'État, comme par exemple, je sais pas, en ce moment on parle beaucoup du développement durable. Si vous avez un projet qui vise au développement durable, qui permet de réduire les émissions de CO2, etc., je suis sûr que vous trouverez plein d'aides du coup pour financer votre projet. Et les subventions, pareil, vous allez en trouver pas mal sur les aides.fr. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller chercher auprès de la CCI, donc de la Chambre de commerce de votre ville, qui ont aussi, eux, sont informés de tous les dispositifs de subvention qui existent, de votre ville directement et de la région. Parce que des fois, il y a, en fonction des enveloppes budgétaires, il y a des subventions qui sont amenées justement pour la création d'entreprises, pour la création d'emplois, pour la création de valeur, pour la création d'innovation. Et chaque année, elles sont différentes. Enfin, elles peuvent être différentes. Il y a des produits qui vont durer sur plusieurs années, mais vous avez aussi pas mal de produits qui, du coup, se renouvellent chaque année en fonction des décisions du gouvernement. Et du coup, ça, vous pouvez aller chercher, pareil, hein, ça dépend, je ne vais pas donner de chiffres, mais vous pouvez chercher des aides jusqu'à peut-être 200 000 euros, quoi, en gros. Donc 200 000 euros pour démarrer son activité, c'est quand même pas mal. Je check juste. Oui, les aides.fr, Kevin. Hop, hop, je réponds juste. Je traiterai toutes les questions à la fin, mais du coup, comme ça, au moins, ça peut être utile à tout le monde. Du coup, voilà, j'en étais où? 200 000 euros. Voilà, vous avez des aides de 100 000, de 50 000, de 30 000, ça va dépendre de plein de critères, mais voilà, il y en a tellement que je vous invite à aller chercher,
à vous renseigner, à appeler la chambre de commerce et des métiers, d'appeler votre ville, d'appeler votre région. Ils ont des départements spécifiques sur la partie financement. Et du coup, déjà, vous aurez un bon scope. Moi, ce que j'ai fait au démarrage, hein, c'est que je me suis pris un Excel et j'ai noté toutes les aides auxquelles je pouvais être éligible, tous les dossiers du coup que je devais créer. Forcément, par contre, c'est chronophage parce que vous avez plein de dossiers à faire, mais après, une fois, généralement, vous en avez fait un, deux, trois, vous redupliquez en fait votre template et vous l'adaptez par rapport à ce qui est demandé. Il faut savoir, voilà, un peu jouer avec les mots pour rentrer dans les cases et du coup obtenir ces aides. Donc voilà, ça c'est sur la partie aide et subventions générales. Vous avez aussi, n'oubliez pas, BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement, acteur incontournable pour financer du coup les entreprises à n'importe quel stade de développement. Le plus connu, il faut justifier quand même d'un degré d'innovation, mais s'il y a des personnes pour qui c'est le cas dans cette conférence, vous pouvez demander la bourse French Tech. La bourse French Tech, c'est une bourse du coup qui est donnée par BPI France pour financer le démarrage d'une activité à condition qu'il y ait un degré d'innovation. Euh, donc après voilà, tout dépend de ce qu'on appelle l'innovation. Je sais que leurs critères changent tous les ans aussi, mais voilà, vous pouvez les contacter directement. La bourse French Tech, c'est jusqu'à 30 000 euros et du coup qui est complètement gratuite, quoi, en fait, qui est backée directement par BPI, donc il y a un taux de garantie. Si demain vous plantez votre boîte, vous ne devez pas rembourser cet argent-là. Par contre, ils vous demanderont hein, forcément sur tout ce qui est aide, subvention, ou là ce que je viens de dire chez BPI France, c'est pas on vous envoie un virement et derrière vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est que vous avez créé un plan de financement et pour justifier de pourquoi vous avez besoin de cet argent. Et après, par contre, ils vont venir vous retoquer, ils vont venir checker comment vous avez dépensé cet argent. Donc faites pas n'importe quoi parce que sinon ça peut vous créer des problèmes. Mais du coup, il va falloir justifier de ces dépenses. Donc certains sont assez flex, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément trop regarder. BPI France, par exemple, peut vous donner une condition qui est je vous envoie un premier virement, enfin, votre dossier est accepté, on va vous envoyer la moitié du virement, et la deuxième sous justification des factures. C'est-à-dire que chaque prestation doit rentrer dans les cases de votre plan d'investissement de votre dossier, et du coup, vous devrez justifier avec le montant des factures. Voilà. Parce que forcément, il y a un droit de regard, sinon ça serait trop facile. Et c'est parce qu'aussi, il y a eu trop d'abus, beaucoup d'arnaques sur tout ce qui est aide et subventions. Et du coup, que vous pouvez du coup aller chercher, hein, parce que c'est du coup nos impôts. Donc au final, vous pouvez les récupérer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, surtout, faites attention par rapport à tout ce qui est public. Pareil, ils regardent, ils sont de plus en plus regardants. Donc, ne faites pas de bêtises avec les fonds si demain vous les obtenez. Et essayez d'avoir une tenue assez correcte, entre guillemets, de vos comptes, quoi. Du coup, euh, on va passer du coup à la prochaine qui sont les business angels. Les business angels, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est tout simplement des investisseurs. Des investisseurs qui ont potentiellement de l'argent de côté et qui souhaitent investir dans des nouvelles entreprises qui se créent. Je vais faire un petit disclaimer au début parce que je suis beaucoup passé par là au début et j'ai fait l'erreur que beaucoup de startups font, c'est-à-dire avant de bien lancer son activité, d'avoir de la traction et de la croissance, aller faire rencontrer tous les business angels de ma ville et de ma région pour pitcher, pour aller récupérer de l'argent. Ça dépend vraiment de de comment vous voyez les choses, de votre vision par rapport à votre boîte et de ce que vous voulez en faire. Parce que quand vous faites rentrer un investisseur, forcément, vous n'êtes plus aussi libre qu'avant. Vous allez devoir rendre des comptes, vous allez devoir faire des rapports, des réunions, et surtout, il peut du coup un peu déranger dans les prises de décision de manière générale de votre entreprise, surtout quand il y a plusieurs associés. C'est un bon levier, mais ça dépend de ce que vous voulez en faire, honnêtement. Et surtout, je vais insister sur un point qui est fondamental pour moi. Si vous avez votre vision et que vous voulez créer votre boîte, c'est d'essayer de quelqu'un qui match avec vous. Parce que ça va devenir un associé, il va avoir des parts dans votre entreprise. Et si vous n'entendez pas avec lui, que vous avez un doute sur quelque chose par rapport à lui, n'y allez pas. Parce que c'est super important qu'il soit, entre guillemets, aligné avec la vision de votre entreprise. Parce qu'il faut rappeler que c'est vous les fondateurs. Et que du coup, des fois, ça peut être justement une de ces personnes-là néfastes qui va venir du coup un peu éclater
éclater votre organisation, la vision et de comment vous voulez gérer les choses. Donc voilà, après, ça reste quand même un bon exercice parce que souvent, bah, les business angels sont des personnes qui ont été entrepreneurs avant, qui ont du coup de l'argent de côté, qui ont déjà potentiellement fait ce que vous avez fait avant et du coup qui vont pouvoir aussi vous donner des conseils. D'un point de vue général, moi, ce que je vous recommande, c'est pas d'aller chercher un business angel juste pour l'argent. Essayez d'aller chercher un business angel et de dresser le profil de la personne idéale parce que on est à une étape qui est très early, enfin ce qu'on appelle early, dans la partie investissement. Et à cette étape, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer. Moi, je l'ai vu sur n'importe quelle boîte que j'ai créée. Au bout d'un an, 2 ans, bah, en fait, tellement de choses avaient changé, ça n'a plus du tout la même tête, les services avaient changé, les prix avaient changé, enfin, parce que du coup, on a besoin d'agilité et on a besoin de s'adapter à son marché. Donc forcément, tant que vous n'êtes pas allé vraiment à l'encontre du marché, c'est très compliqué de dire que votre business au jour 1, il ressemblera à votre business au jour 340, par exemple. Donc faites attention à ça et allez chercher surtout quelqu'un qui a potentiellement été dans le même secteur d'activité que vous, qui a aussi des contacts qui vous permettent d'accélérer sur la partie business développement, qui peut vous mettre en relation et qui va être bienveillant. C'est-à-dire qu'il ne va pas être là non plus que pour faire son x5, son x10 à la sortie, mais qui va aussi vous permettre d'accélérer, pas que sur la partie financière, mais aussi sur la partie chiffre d'affaires. C'est très important et qui va avoir de bons conseils avec une bienveillance sur vous. Je ne dis pas que tous les business angels ne sont pas comme ça, mais il y en a quand même, c'est des requins. Il faut faire attention avec qui vous discutez et ils sont surtout des fois pas légitimes. C'est-à-dire que des fois, une somme d'argent, ça peut attirer tout le monde, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite, mais si vous faites un garage, vous ne pouvez pas demander à un boulanger des conseils. Bah, des fois, je respecte totalement leur parcours. C'est des gens qui ont réussi dans le business et qui ont accompli plein de choses, mais qui ne sont pas forcément dans votre secteur d'activité. Du coup, ils ne sont pas légitimes pour vous donner forcément des conseils, à part de l'argent. Donc voilà, ça dépend, ça c'est plein de questions que vous devez vous poser. Je vous donne des pistes. Après voilà, en fait ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après les business angels, ben, on a le crédit. Le crédit, on va parler de plusieurs crédits là d'ailleurs, mais on va avoir le crédit professionnel classique que vous connaissez potentiellement tous. Le plus connu, bah, crédit immobilier, crédit à consommation, mais aussi crédit création d'entreprise. Moi, sur la première boîte, j'ai fait un crédit de 40 000 euros. Du coup, que j'ai réussi à obtenir. Donc, méfiez-vous aussi parce que j'entends beaucoup de choses qui disent oui, mais tant qu'on fait pas de chiffre d'affaires, on peut pas avoir un crédit à la banque. Ou si je fais une application, je peux pas avoir un crédit. Enfin, j'ai entendu plein de choses. Faux. Moi, j'ai réussi à avoir un crédit à la banque sans faire aucun chiffre d'affaires, en gros. Donc, vraiment pour lancer le développement des solutions qu'on a créées. Donc, voilà, avec en plus un différé, des échéances qui étaient raisonnables. Donc, on est parti sur ça. Du coup, ça, directement, vous savez qui contacter, hein, c'est votre banque. Et du coup, par rapport aux besoins, essayez d'aller potentiellement aller chercher un crédit. Pour moi, sur les projets qui ont besoin de pas mal de financement, mon conseil, c'est de cumuler plusieurs leviers. Ne jamais partir sur, par exemple, j'ai besoin de 100 000, je fais qu'un crédit à la banque. Bon, principalement pour des raisons assez pratico-pratiques, que si vous arrivez à avoir des subventions, c'est mieux, parce que vous n'avez pas besoin de les rembourser. Mais c'est aussi bien de avoir plusieurs leviers pour pouvoir jouer sur plusieurs choses. Et forcément, si vous avez déjà eu, par exemple, des leviers qu'on a vus avant, donc par exemple un capital, un apport personnel des associés, de la love money, potentiellement du coup des subventions, vous serez beaucoup plus crédible à la banque parce que vous aurez déjà un apport et vous ne demandez pas la totalité à la banque, juste une partie, et du coup, ça a beaucoup plus de chances de passer, ce qui est logique parce que les banques veulent prendre un minimum de risques. Du coup, vous avez le crédit professionnel. Ensuite, vous allez avoir, alors avant de passer à ça, je vais passer aux autres types de crédits sur lesquels on ne pense pas, mais vous avez d'autres types de prêts que je vous invite grandement à aller chercher. J'en ai bénéficié aussi, ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt, exactement comme un prêt à la banque, sauf qu'il est à 0%. Donc le crédit ne vous coûte 0 € à la fin. Et en plus de ça, il est garanti. Généralement, comme la partie subvention, il va être garanti soit par des fonds européens, soit par BPI France, soit par des fonds d'État. Ce qui est intéressant avec le prêt d'honneur, c'est que du coup, vous n'encourez aucun risque. Si la société est capable de rembourser, elle rembourse, mais si elle n'est pas capable de rembourser, vous n'encourez rien, pas besoin d'hypothèque, de garantie et de choses comme ça. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous avez deux principaux
prêts d'honneur qui existent en France. Le premier, c'est Réseau Initiative, qui vous permet d'obtenir jusqu'à 10 000 € du coup, en prêt d'honneur. Et du coup, vous avez le réseau Entreprendre. Ça, ces dispositifs, normalement, sont présents dans toutes les régions de France, hein. Et normalement, vous avez des chargés d'affaires pour chaque ville ou chaque département en fonction de leurs ressources. Comme BPI France d'ailleurs, hein, quand je vous disais de contacter BPI France, ils savent exactement c'est quoi leur métier. Vous avez des chargés d'affaires et du coup, c'est leur rôle de vous accompagner et de vous conseiller sur tous ces produits financiers, en gros. Donc ça, vous tapez BPI France sur Google, vous tapez Prêt d'honneur réseau initiative sur Google ou Prêt d'honneur réseau entreprendre. Vous allez trouver le chargé d'affaires dans votre ville en fonction de votre localisation et du coup, vous allez discuter avec lui. Voilà. Donc, vous avez Prêt d'honneur initiative. Le deuxième, c'est Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, ça peut monter jusqu'à 70 000 € de prêt d'honneur. Donc, ça, c'est intéressant sur certaines conditions qui sont généralement des conditions d'innovation. Mais généralement, vous avez un prêt de 30 000 € déjà, qui est déjà assez bien, où vous n'avez pas besoin de forcément justifier d'une partie innovation. Donc, déjà, les deux, honnêtement, sont très faciles à avoir. Et ça vous fait 30 plus 10, ça fait 40 000 € déjà de prêt complètement garanti, sans apport personnel, à 0%, et sur lequel vous n'avez aucun risque, parce que si vous vous plantez, c'est bon. Donc avant le crédit banque, allez chercher le prêt, ce type de prêt d'honneur, allez chercher les subventions, la love money et les apports personnels. Je vois les questions, j'y réponds tous à la fin parce que sinon on va faire des stops en fonction des questions. Peut-être que je peux en répondre peut-être à deux, trois. Ouais, alors, ok, comment éviter la caution personnelle dans les prêts? C'est de la négociation, Nadia. Honnêtement, j'ai pas fait d'apport personnel pour te dire la vérité. C'est la négociation, c'est tout ce que je viens de dire auparavant. Forcément, les banques n'aiment pas prendre de risques. Plus vous avez de backup, donc, si vous arrivez à justifier même d'un patrimoine, de fonds, du coup, sur les comptes des associés, derrière, que vous avez réussi potentiellement à gagner des concours, par exemple. On n'en a pas parlé dans les slides, mais vous avez aussi des concours. Dans toutes les régions, vous avez des concours de création de boîtes. Vous avez plein d'organismes qui font ça. Et généralement, vous pouvez gagner aussi de l'argent. Moi, j'avais gagné jusqu'à 12 ou 13, je ne sais plus, 1000 € sur la première boîte grâce à des concours. Donc, pareil, non seulement ça vous permet d'avoir des fonds, mais en plus de ça, ça vous permet de venir à la banque ou avec n'importe quel institut financier de vous dire, regardez, j'ai gagné le prix de, je sais pas, l'innovation touristique, par exemple. C'est reconnu, vous avez un papier, etc. Ça rassure la banque. Si vous avez obtenu déjà le prêt d'honneur et que derrière, je sais pas, vous avez la subvention de BPI French Tech, pareil. Ah, ok, si BPI suit, je peux suivre. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment de la négociation. Je sais que souvent, les banques, que ce soit dans l'immobilier ou la création d'entreprise, ils vous forcent un apport. Maintenant, effectivement, pour la majorité des cas, c'est vrai. Maintenant, il y a des exceptions et c'est de la négociation. Voilà. Tout simplement. Les prêts d'honneur ne seront pas remboursés avec échec. Non, Kevin, ils ne sont pas remboursés auprès d'échec. Après, il faut justifier du coup que vous fermez la boîte et qu'il n'y a plus de trésorerie. Mais généralement, dans la majorité des cas, alors je dis dans la majorité parce que moi je vous l'affirme pour initiative et entreprendre, il existe aussi d'autres prêts d'honneur régionaux. Donc c'est pour ça aller chercher un maximum toutes ces informations-là parce que ça change assez régulièrement. Mais en tout cas, pour initiative et prêt d'honneur, c'est garanti par BPI France. Donc en fait, c'est BPI France qui s'engage, si la société se crache, à rembourser au réseau initiative ou au réseau entreprendre, en fait. Voilà, tout simplement. Le prêt d'honneur, uniquement après versement du prêt principal, c'est un plus, on ne peut pas l'intégrer dans un business plan. Le prêt d'honneur n'est communiqué uniquement après le versement du prêt principal. Je n'ai pas trop compris la question, mais non, pas forcément. Tu peux avoir le prêt d'honneur avant le prêt bancaire. Ça a été mon cas, moi. On peut l'intégrer dans un business plan. Oui, on peut l'intégrer dans un business plan, dans la ligne prêt. Voilà. Prêt, et du coup, normalement, en dessous, vous avez une ligne intérêt. Du coup, prêt d'honneur, vous n'avez pas d'intérêt, donc vous pouvez complètement l'intégrer. Concernant les banques réserves en différé, combien de temps? Pareil, négociation, ça dépend. Moi, j'ai négocié un différé de 18 mois. Vous en avez qui ne négocient pas de différé. Il y en a que c'est 6 mois. J'ai rarement vu plus de 3 ans, mais 3 ans, ça peut exister aussi. Voilà. Donc, ça dépend, pareil, de votre négociation. Une élue commune voisine, est-ce que c'est avec l'élu d'une commune voisine pour la création d'un magasin du site, est-ce que Guylaine, oui. En vrai, j'ai envie de dire, c'est pas forcément son statut d'élu, mais n'importe quel contact peut vous aider. Il faut un contexte de savoir
entre guillemets plus de choses, mais oui, l'élu peut vous mettre en relation avec bah, justement tous ces dispositifs financiers dont on a parlé. Enfin, une mise en relation, c'est toujours, de toute façon, plus simple que de passer en direct d'une personne que vous connaissez pas. Donc, si cet élu peut vous aider à vous mettre en relation avec les bons services de la ville, forcément, ça vous permettra d'aller plus vite et aussi bah, d'avoir un peu cette garantie à côté. Ok. Bon, ouais, comme ça, au moins, je me suis avancé sur les questions d'après. N'hésitez pas à continuer, hein. La facturage, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la facturage, pas réellement considéré comme un levier de financement au début de son activité. On va passer assez rapidement, mais en fait, c'est des sociétés dispositives qui sont là pour vous faire de l'avance de trésorerie. En fonction de votre secteur d'activité, des fois, vous avez des temps de paiement qui sont assez longs. Et du coup, bah, forcément, vous avez des charges, ce qu'on va appeler bah, tous les mois, hein, ce qu'on va appeler le cash burn de votre entreprise. Et forcément, si vous avez des clients qui payent à 6 mois ou qu'il y a des prestations qui mettent longtemps à se réaliser, bah, vous pouvez avoir des problèmes entre la facturation et les paiements en trésorerie. Du coup, vous avez des dispositifs, des sociétés qui sont là pour, du coup, vous payer les factures en avance. Comment ça se passe? C'est très simple. Du coup, imaginez que vous avez un délai de paiement de 6 mois, mais que vous avez besoin de trésorerie pour avancer. Bah, du coup, vous passez par cette société, vous lui justifiez toutes les factures qui ont été émises à vos clients. Cette société va vous payer l'intégralité de vos factures et c'est en fait le client va payer directement à la société d'affacturage, en gros. Donc ça vous permet de gagner du temps. Cette société s'engage du coup sur le délai parce que bah, elle a la trésorerie, c'est elle qui va s'engager à faire payer le client à côté. Et vous, de votre côté, ça permet de récupérer votre trésorerie beaucoup plus rapidement que si vous devriez attendre les délais. Donc ça permet de donner des coups de boost ou ça permet de pallier à des difficultés de trésorerie en fonction de votre activité, quoi, tout simplement. Ok. Hop, le leasing. Bon, le leasing, pareil, hein, tout le monde connaît, c'est pas forcément une solution de financement entre guillemets pour lancer son activité, mais c'est intéressant. Si vous avez besoin de matériel, je sais pas, ça peut être des ordinateurs ou si vous êtes dans l'industrie, bah, peut-être vous avez besoin de machines plus conséquents, ça a un coût. Bah, vous pouvez soit bah, du coup faire des paiements différés si vous voulez les acquérir pour votre société, soit vous avez la possibilité du leasing, qui est une très bonne solution, qui vous permet bah, de couper les prix, de ne pas payer l'intégralité de la machine ou du produit, et derrière de vous faire des économies, Je prends un exemple, moi dans ma boîte, on a des leasings sur les ordinateurs, par exemple, sur les ordinateurs Apple, ce qui nous permet que tous les 3 ans, du coup, on paye une somme trimestriellement, et tous les 3 ans, ils nous changent tous les ordi, en gros. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet pas ça permet de pas envoyer un gros chèque directement pour tous les ordis et de pouvoir découper la dépense. Et en plus, bah, vu que les ordis se s'usent au bout d'un certain temps, bah, on a les renouvellements qui s'effectuent tous les 3 ans, quoi. Voilà. Crowdfunding. Alors, crowdfunding, pareil, moi, c'est un levier que j'ai utilisé et qui est très intéressant pour moi pour deux raisons principales. La première, forcément, c'est les financements. Et la deuxième, c'est pour pouvoir tester votre marché. Alors, le crowdfunding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bah, du coup une campagne que vous allez créer pour financer votre entreprise. Et ce sont des particuliers qui vont pouvoir mettre de l'argent dans votre projet sous échange de cadeaux ou vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Mais en gros, principalement, ils vont croire en votre projet, ils vont vouloir que ce projet naisse, voit le jour parce que potentiellement vous résolvez un vrai problème qui les concerne et du coup, ils vont être prêts à mettre de l'argent dedans pour vous aider à financer. Et vous, en échange, vous allez pouvoir bah, leur donner bah, des cadeaux. Par exemple, si c'est une boîte que vous avez créée qui crée des produits, bah, vous allez pouvoir leur envoyer les premiers produits en avant-première. Par exemple, si c'est un logiciel, bah, pouvoir permettre de tester le logiciel en bêta-testeur. Enfin, voilà, il y a plein de types de cadeaux que vous pouvez offrir à cette communauté en fonction du lancement, mais ça vous permet de récupérer des fonds. Il n'y a pas de montant. Franchement, il y a des crowdfunding qui ont réussi à lever plus d'1 million d'euros. Donc, c'est intéressant. Après, bah, tout dépend aussi du projet et du degré du problème que vous résolvez. Mais moi, j'avais fait un crowdfunding au début et on avait levé 20K, je crois. 20K. Donc, vous voyez, hein, avec tous les dispositifs que je suis en train de vous citer depuis tout à l'heure, 20K, plus 30K, plus 10K, plus les prêts, enfin les apports personnels, plus le love money, plus le crowdfunding, on arrive facilement à 100, 150K au final. Et
pas uniquement en prêt remboursable. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez qu'au final, vous avez déjà de quoi faire pour avoir un premier financement sans forcément même pas de passer par des investisseurs. Du coup, le crowdfunding, voilà, je vous ai expliqué ce que c'est. Ça vous permet de récupérer de l'argent. Pour moi, il y a un deuxième côté qui est super intéressant, comme je le disais, c'est de pouvoir tester votre marché. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, et je me mets en plein dedans, c'est de développer un produit dans son coin pendant des ans, enfin des années, peut-être j'abuse, mais des mois, d'investir du coup sur le produit, sur son temps, etc., de prendre des risques, et au final, on se rend compte que personne ne le veut sur le marché ou qu'il y a besoin d'itération, d'amélioration, etc. Et du coup, on se retrouve à avoir perdu peut-être un an, des dizaines de milliers d'euros, et avoir un produit qu'au final, le marché ne veut pas. Il faut se rappeler que c'est le marché qui a raison dans tous les cas. Si le marché ne veut pas votre produit, c'est qu'il ne veut pas votre produit, en gros. Donc, le crowdfunding permet de pouvoir directement avoir l'avis de votre communauté, de votre cible, des personnes qui sont intéressées, parce qu'une campagne de crowdfunding, c'est une vraie campagne de com. Hein. Vous devez bien décrire votre projet, vous devez réaliser peut-être des vidéos, des teasers, montrer à quoi va ressembler le produit ou le service, enfin, vraiment donner envie à cette communauté. Et du coup, si cette communauté, elle investit, ou vous avez plein de retours, ou peut-être des commentaires, et peut-être qu'ils vont vous dire, ça, moi, je le vois plus comme ça. Si vous voyez qu'il y a de l'intérêt, en gros, du coup, vous pouvez valider qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché et que des gens sont prêts à investir dedans et que du coup, vous avez des commentaires positifs, des interactions, etc., forcément, quand vous allez lancer le produit, vous pouvez vous douter que vous aurez plus de ventes que si vous aurez pas testé votre marché dans ce sens-là. Et c'est très concret. C'est-à-dire que moi, souvent, pour des gens qui lancent leur boîte, j'entends souvent dire j'ai fait une étude de marché, j'ai demandé à certaines personnes, à mon entourage, et on m'a dit que c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée, slash combien tu es prêt à payer. Parce que si la personne dit que c'est une bonne idée pour pas vous vexer, mais qu'elle n'est pas prêt à mettre 1 euro pour acheter votre produit ou votre service, ça veut dire que c'est juste pour vous faire plaisir. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Alors que le crowdfunding, là, on a une véracité de voir qu'il y a un intérêt et que les gens sont même prêts à vous financer le produit pour qu'il sorte le plus rapidement possible. Donc l'intérêt du marché, il est au max. Et du coup, quand vous lancez le produit, vous êtes beaucoup plus serein. Donc voilà, sur les plateformes de crowdfunding, il en existe plein. Moi, j'étais passé par une qui est une, je pense, les plus connues, ça s'appelle KissKissBankBank. Je vous mettrai dans le chat. Donc KissKiss comme bisous bisous, BankBank comme banque banque quoi, en anglais. Donc ça, après, vous pouvez chercher sur Internet. Hein, honnêtement, vous en avez plein qui existent. Mais voilà, ça, c'est du moins la plus connue. Vous avez aussi le crowd equity, qui est exactement le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de rémunérer les gens avec des cadeaux ou leur permettre d'être bêta-testeurs, en fait, c'est une levée de fonds publique. C'est-à-dire que c'est la communauté qui va pouvoir investir dans votre projet. Et s'ils investissent sur votre projet, ils vont récupérer des parts, des actions de votre boîte, en gros. Donc, ça vous permet de faire une levée de fonds publique. C'est pour moi un moyen comme un autre. Le crowdfunding, entre guillemets, vous avez personne au capital, donc c'est peut-être un peu mieux. Mais le crowd equity, c'est aussi des solutions sur lesquelles vous pouvez vous tourner. Le crowdlending, ensuite, qu'est-ce que c'est? Crowdlending, c'est permettre à des particuliers, donc pareil, permettre à votre communauté de vous prêter de l'argent cette fois. Donc, ils ne vous le donnent pas comme le crowdfunding où ils n'investissent pas comme le crowd equity, mais du coup, ils vont pouvoir vous prêter comme une banque avec un taux d'intérêt que vous avez fixé en amont. Et du coup, au lieu de rembourser une banque ou les services dont on a parlé tout à l'heure, vous allez rembourser des particuliers tout simplement. Et pareil, vous avez plein de plateformes qui permettent de le faire. Tout est géré par la plateforme. Vous n'allez pas aller tous les mois rembourser les particuliers un à la main, surtout si vous en avez 1500. Mais du coup, c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Elle se rémunère avec un fees. Et derrière, ça vous permet aussi de financer votre boîte. Les particuliers, eux, ça leur permet aussi de faire travailler leur argent, en gros, et de pouvoir financer aussi des choses qui les intéressent. Tac, 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 voilà. Sachant aussi que j'ai oublié un truc, mais sur la partie investissement, quand on parlait de business angel tout à l'heure, sachez qu'ils n'investissent pas non plus uniquement parce que du coup, ils veulent investir. Ils ont aussi des intérêts fiscaux à le faire. Donc, ils peuvent défiscaliser en investissant dans des boîtes, d'ailleurs, et c'est des fois aussi pour ça qu'ils le font. Donc ça, pareil, ça peut être un argument à mettre dans votre tête d'un côté pour, du coup, aller voir ces gens-là. D'ailleurs, comme les particuliers. Hein. Les particuliers peuvent, il n'y a pas un statut business angel. Hein. Moi, si je veux mettre 30K dans une boîte, je peux le faire en tant que particulier et ça me permet aussi de défiscaliser sur mon imposition à la fin de l'année.
Ok. Le compte courant d'associé, bon, ça, c'est pareil. C'est assez important à le comprendre parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a bon moyen d'optimiser. Alors, qu'est-ce que c'est le compte courant d'associé? C'est que, par exemple, vous allez, je sais pas, faire des dépenses au démarrage, par exemple, de votre création, prendre un ordi, faire des déplacements, enfin bref, prendre un avion, enfin plein de choses, en fait, que vous allez faire au démarrage de votre structure, que bah, forcément, vous allez peut-être pas pouvoir payer directement avec votre boîte, parce que parce que vous n'avez pas d'argent. Enfin, vous n'avez pas encore levé de fonds, quoi, tout court. Du coup, vous allez le faire personnellement. Bah, toutes ces dépenses-là, n'oubliez pas de garder toutes les factures, vous les mettez dans un dossier, tout ce qui concerne la création de votre boîte, et vous allez pouvoir l'imputer sur ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Alors, l'avantage du compte courant d'associé, c'est que quand vous avez fait ça, par exemple, je prends allez, 2 avions, ça fait 400 balles, je me suis acheté un ordi, ça fait 2000 balles, j'ai fait des déj, etc., etc., pour aller parler à mon marché, faire des sondages, des études, etc. Bref, la somme, elle représente peut-être, je sais pas, 6 000 euros. Bah, au lieu de que ça soit 6 000 euros perdus, vous allez les mettre en compte courant d'associé, c'est-à-dire que dès lors où l'entreprise va avoir de la trésorerie, vous allez pouvoir vous rembourser, si vous le souhaitez, votre compte courant d'associé. Pas en totalité, mais vous pouvez dire, bah, sur les 6 000, je me rembourse 2 000, etc., etc. C'est intéressant, pourquoi? Parce que bah, du coup, vous n'avez pas besoin de revenus, enfin, d'avoir un contrat de travail. C'est un virement que vous pouvez faire directement de votre société, qui n'est pas imposé, et du coup, bah, ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre si à un moment donné, parce que quand on crée une entreprise, c'est dur au démarrage, forcément, en termes d'argent, de se payer, enfin, surtout en France, bah, du coup, il y a énormément de charges sur les salaires, etc. Bah, si à un moment donné, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez piocher dans votre concurrent d'associé tranquillement, sans problème. Mais ça, il faut penser à le faire en amont, du coup. Donc, quand vous créez votre boîte, n'oubliez pas, n'oubliez pas ça. Du coup, bah, comment passer après à l'action sur votre boîte, hein, je pense je vais essayer de prendre quelques questions quand même, mais le meilleur moyen, ça va être de commencer, de commencer. Donc, si vous avez une idée, vraiment, c'est d'aller à l'encontre de votre marché le plus rapidement possible, pas forcément les gens de votre entourage, mais les gens qui sont concernés par votre service ou votre produit. Essayez de récolter un minimum d'avis, essayez d'améliorer, optimiser votre produit, demandez-leur s'ils sont prêts à payer, si vous résolvez un vrai problème dans leur vie, et une fois que vous avez fait ça, commencer du coup à démarrer le développement. Et ça sert à rien de passer un an à tout essayer de calculer au niveau du business plan, des coûts, etc. Parce que de toute façon, ça sera fait au doigt mouillé. C'est une bonne direction pour votre boîte. Ça vous donne une manière d'avancer et de comment vous voulez avancer. Mais après, voilà, aujourd'hui, vous avez 4000 moyens de tester votre marché le plus rapidement possible. Et avec les outils de financement que je viens de vous donner, honnêtement, vous prenez une bonne journée, vous les répertoriez tous en fonction de votre éligibilité et vous prenez votre téléphone, vous allez les appeler, vous faites les process et du coup, vous allez voir que potentiellement, vous allez réussir à lever de l'argent pour démarrer. Alors, je vais solliciter quelques réponses. Peut-on solliciter les banques, business angel, crowdfunding, etc. avant d'être immatriculé au registre du commerce? Très bonne question, Olivier. Donc oui, vous pouvez commencer les démarches. Il faut savoir que créer une société, ça prend pas non plus 6 mois. En une semaine, vous pouvez la créer. Généralement, il y a un peu de temps, le temps de recevoir votre cabis, etc., en fonction des banques et des comptas ou des avocats avec qui vous passez, de votre ville aussi. Mais vous avez quand même un justificatif. Et en fait, il vous suffit juste de ce justificatif de dépôt de capital et d'immatriculation, même sans avoir votre cabis définitif, votre numéro de siret, etc. Là, vous pouvez aller chercher les banques, les business angels et le crowdfunding sans aucun souci, quoi. Après, forcément, pour vous donner de l'argent, ils vous demanderont bah, que la société a bien été immatriculée. Mais commencez les démarches parce que, en fonction des dispositifs que je vous ai donnés, ça peut prendre un certain temps. Donc, le mieux, c'est de commencer le plus rapidement possible, quoi. Alors, je bois juste un peu d'eau. J'ai beaucoup parlé. Comment préparer au mieux mon futur rendez-vous avec cet élu? Encore un poste dans un magasin, je n'ai pas le temps de me pencher. Comment pour mieux préparer ton rendez-vous? Ça dépend de ce que tu veux chercher déjà. Après, généralement, ce qu'on fait quand on veut parler à quelqu'un qui a un intérêt dans notre activité, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un pitch deck, qui est assez court. D'ailleurs, c'est ce qu'on envoie aux investisseurs, comme les business angels. Et en fait, c'est vraiment, bah,
pouvoir expliquer les problèmes qu'il y a, les solutions que tu vas apporter, ta plus-value, comment tu comptes t'y prendre, et du coup, la demande que tu as vis-à-vis de cet élu, et après, tu essayes de solliciter un rendez-vous, tu t'assois avec elle, tu discutes, et tu négocies une mise en relation si c'est ça l'objet de la demande. Quelle plateforme de crowdfunding? Bah, honnêtement, je vous recommande KissKissBankBank, comme je vous l'ai donné. Alors, je vais essayer de vous écrire, enfin, vous donner le lien du site directement dans ta réponse, Guillaume. Hop, hop, hop. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, tu vas sur ce site et tu essayes de prendre contact avec eux. Sinon, comme je disais, essaye de chercher, tu en as plein. Tu as des plateformes de crowdfunding qui sont aussi dédiées en fonction des types d'activités. Comme par exemple, je sais que tu as des plateformes de crowdfunding dédiées aux entreprises dans l'agriculture, par exemple. Donc ça va dépendre de ce que tu cherches, quoi. Tu as Ulule aussi, qui est en plus une entreprise française, j'avais oublié, qui est pas mal. Je connais pas mal de gens qui sont passés par eux. Après, voilà, essaie de chercher, fais des rendez-vous, vois ce qui te convient le mieux en fonction des spécificités, des contraintes, etc. Moi, je te dis les deux plus grosses, c'est KissKissBankBank et Ulule, où moi, je suis passé par KissKissBankBank, ça a super bien fonctionné. Je connais plein de gens qui sont passés par Ulule, ça a super bien fonctionné. Donc voilà. Une putain d'idée pour que je lance ma plateforme, tu te rends même pas compte. Bah écoute Kevin, je suis ravi d'avoir pu t'aider. Ça fait vraiment plaisir. Et puis au plaisir de savoir, tu me diras quoi si du coup ça a fonctionné. Si vous voulez d'ailleurs, hein, vous pouvez me trouver sur LinkedIn et je serai, ce sera un plaisir d'avoir des témoignages s'il y a des gens ici dans cette conférence qui ont trouvé leur financement et qui du coup ça a permis de faire naître une belle histoire, quoi. Ça serait mon plus grand plaisir. Le programme pour l'élection principale. Alors, Sébastien, le prêt d'honneur n'est communiqué uniquement après l'élection du jardin, c'est un plus. Ok, non, ça j'avais déjà répondu. C'est un peu mélangé. Les cautions, j'ai répondu. Ok, l'élu, j'ai répondu. Je peux là, je vais rattraper. Ok, pas de souci de Nice. Hop, ok, hop. Bah, du coup, on peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, trois étapes. Définissez, du coup, retenez ce que je vous ai dit sur comment démarrer, hein, parce que c'est le plus important. Mais après, effectivement, premièrement, définissez votre profil entrepreneur. Très important parce que on n'est pas tous pareils, hein. Chacun a des profils différents. Vous avez des personnes qui veulent créer ce qu'on appelle des licornes, hein, des entreprises qui sont valorisées des milliards de dollars. Il y en a que, je crois, 28 en France. C'est un peu une vision, voilà, à la Facebook, à l'Amazon, je veux révolutionner le monde. Donc, sur le papier, c'est beau, c'est ambitieux. Mais de l'autre côté, c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que c'est un rythme de vie que pas tout le monde veut avoir non plus. C'est-à-dire que voilà, on va arrêter sa vie pendant 10 ans, pas de vie de famille, pas de vie de couple, enfin rien du tout. Il y a aussi beaucoup une notion de sacrifice et une notion de responsabilité. Donc ça, moi je connais des gens qui ont monté des énormes boîtes qui sont bien plus malheureux que des gens qui sont à des petites PME, qui vivent très bien, qui partent en vacances tous les ans, qui peuvent travailler de n'importe où et qui sont très heureux comme ça et qui veulent pas plus. Donc voilà, ça va vraiment dépendre, pareil, de vos ambitions, ce que vous allez chercher. Définissez votre profil, votre vision en fait. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le but aujourd'hui de faire ça? Où vous voulez aller dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et en fonction de ça, c'est aussi ça qui va définir ce que vous voulez mettre dans votre business plan et aussi les leviers financiers qu'on a vus là pendant ce Dash Business. Du coup, la formation qui correspond avec le besoin, effectivement, chez Green Bull, vous allez voir qu'il y a plein de formations. Celle de Green Bull Campus, vous avez en plus des groupes où on répond tous les jours à l'ensemble des questions que la communauté se pose. Il y a des live Q&A, il y a plein de choses. L'idée, voilà, c'est d'essayer de créer un maximum d'entreprises grâce à cette formation, grâce à cet écosystème que Green Bull fournit pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont déjà lancé leur activité, mais peut-être pas, parce que même si c'est des gens qui ont lancé leur boîte, en fonction pareil du secteur, le monde évolue énormément. Donc il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui changent, et ça permet aussi de réseauter, de se créer un réseau autour de ça. Et bonjour. Non, ok, ça c'est bon. Ok. Donc voilà, bon, ça c'est encore sur cette partie-là. Il y a plus de 6000 clients.
Je pense que ça, du coup, je voulais passer à la fin. Je voudrais juste savoir si vous avez déjà des questions. Après, cette partie est quand même assez importante, hein, il y a plus de 6 000 clients. Et sachez que toutes les formations sont finançables à 100% du coup par votre organisme, OPCO ou Pôle emploi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est intéressant. En plus, si c'est gratuit et que c'est financé, forcément, ça peut apporter que un plus. Non, je me dis sur LinkedIn, quel est ton nom? Ok. Alors, mon nom, c'est Axel Hutin. Axel Hutin, donc A-X-E-L. Je te le mets dans ta réponse. A-X-E-L, H-U-T-I-N. Hop. Après, t'es pas obligé de te taire, hein. Si tu as encore des questions, n'hésite pas, hein. On a encore 10 petites minutes avant de clôturer. Donc, si les gens qui sont encore ici ont des questions, n'hésitez pas, surtout par rapport à tous les leviers que je viens d'énoncer. Hop, je vais boire un petit coup d'eau encore. Hop, ok, bon, du coup, il n'y a pas de questions, donc on va passer sur les slides, enfin sur les derniers slides pour couper cette partie financement. S'il y en a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Et bah du coup, il y a une question. Nicolas, quel stade conseilles-tu de faire appel au crowdfunding? Le crowdfunding, généralement, c'est quand tu as ton idée. Donc, c'est le plus tôt possible. Comme je disais, ça te permet aussi de tester ton idée avant de te lancer concrètement et de perdre de l'argent et du temps et de prendre des risques. Du coup, en fait, tu peux, dès que tu as ton idée, dès que tu as un peu travaillé sur ta proposition de valeur, sur un peu la structure, tes fonctionnalités, etc., de ton service, de ton produit, tu peux commencer une campagne de crowdfunding, hein, complètement. Généralement, ça se fait à ce moment-là. Après, tu as différents stades. Je sais pas si demain tu veux développer par exemple un nouveau produit. En fait, il n'y a pas de réelle réponse. En fait, c'est plutôt le concept qu'il faut que tu retiennes. Par exemple, je sais pas, le plus communément, c'est quand tu démarres ton activité, que tu as une idée en tête. Mais imagine, j'ai une entreprise, ça fait 3 ans, je suis en train de développer un nouveau produit complètement innovant, ça peut exister, je me diversifie. Bah, du coup, je peux refaire appel au crowdfunding. Il n'y a pas de date limite, quoi, en gros. Ok. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. Sur la partie du coup Green Bull, on va continuer. Donc comme je dis, toutes les formations sont finançables à 100%. Vous avez un univers à 360 mêlant excellence innovation. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un écosystème où vous avez des heures de formation du coup par vidéo à tous les niveaux du coup de la création d'entreprise, si on parle des formations entrepreneuriales. Donc vraiment de l'idée à comment la structurer, sur comment tester son marché, sur quels sont les leviers de financement, sur comment je vais pouvoir mettre en place la partie communication, marketing, design, comment je crée mon site internet, etc. Donc vous avez vraiment cette partie vidéo qui est assez, entre guillemets, théorique, mais très pratico-pratique, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner des outils concrets à chaque étape pour que vous puissiez les réaliser dès lors, enfin, que vous avez fini du coup la formation. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve une réelle plus-value aussi pour les membres, c'est le groupe, en fait, tout simplement, parce que le groupe, derrière, ça permet d'échanger avec plein d'entrepreneurs dans toute la France. Dès que vous avez une question sur quoi, enfin, peu importe votre question, vous la posez dans le groupe, vous avez un coach qui vous répond, le coach dédié par rapport à sa spécificité, plus, je sais pas, peut-être plusieurs lives par semaine, soit sur des sujets spécifiques comme on fait aujourd'hui, soit directement sur des live Q&A, donc réponse très ouverte pour tout le monde. Hop. Alors, les offres, du coup, là, je vous les mets là. Comme ça, moi, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est un peu tout ce que je vous ai raconté, hein. Plusieurs heures de formation, plusieurs modules, des bonus, surtout un contenu accessible à vie. Donc, vous avez le temps pour parcourir toutes ces formations. Des formations qui sont actualisées au niveau du marché. Alors, ça, c'est très bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations où on pond une formation et dans 10 ans, c'est la même, alors qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Là, l'idée, c'est quand même de pouvoir adapter les contenus à chaque fois qu'il y ait des modifications. Voilà, si demain, je prends un exemple sur le module marketing, il y a des nouvelles lois ou des nouvelles restrictions par rapport à la publicité Facebook, derrière, le module sera directement adapté en fonction. Pareil pour la partie financement, légal et ainsi de suite. Du coup, voilà, après, les piliers de l'accompagnement, je l'ai déjà expliqué.
coachs experts qui ont déjà monté leur boîte, 7 jours sur 7, 8 événements, hein, ça on a le nombre exact, pédagogiques par mois, et la communauté qui pour moi est super intéressante parce que au-delà de juste avoir des réponses à des problèmes, c'est surtout bah, se faire un réseau. Parce que moi aujourd'hui, si je peux vous dire un truc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai créé mes boîtes, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'il y a plein de choses que je maîtrisais pas. J'étais pas forcément formé. Je suis rentré dans le mur. J'ai recommencé. Je rentre dans le mur. J'ai recommencé. Aujourd'hui, bah, quand j'ai développé, bah, là, par exemple, je crée une autre boîte. Bah, en 6 mois, j'ai fait ce que j'ai fait peut-être il y a 2 ans parce que, bah, par rapport à l'expérience, forcément, ce qui paraît logique, mais aussi par rapport au réseau. Quand on a un réseau, c'est aussi beaucoup plus facile de dire, bah, je lance un nouveau service, tu peux m'aider. On a des mises en relation qui sont beaucoup plus rapides et du coup, ça va aussi beaucoup plus rapidement. Nanana, nanana. Donc, checker aussi ça, bah, je vous laisserai prendre contact hein, pour si vous voulez plus d'infos par rapport à la partie finançable. Vous pouvez prendre directement rendez-vous, aller sur Green Pool Camp, des personnes dédiées qui sauront vous répondre. Et du coup, voilà, vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne. Et en fait, il y a une personne qui répond à toutes vos questions que vous pouvez avoir sur tout l'écosystème Green Pool. Voilà, bah, du coup, je pense qu'on a fini. Kevin, étudiant en réseau de Yann Darwin. Alors, réseau, je sais pas trop ce que tu entends parler, mais oui, Yann Darwin, c'est et fait partie de Green Bull, et notamment celui qui s'occupe bien de la partie immobilière et des formations, donc bah, sur toute la partie IMO et finance aussi. Donc voilà. Hop, bah, grand plaisir, Olivier. Si du coup vous n'avez pas d'autres questions, bah, c'était un grand plaisir de passer cette petite pause déj avec vous, même si du coup je me suis pas permis de manger pendant la conférence, donc j'ai mangé maintenant. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. C'est un format qui est plutôt cool, je trouve, comme ça, entre midi et deux. Ben, n'hésitons pas à rester connectés si, bah, du coup, pour voir suivre un peu l'avancée. Comme je dis, moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir s'il y a des gens ici qui ont assisté à cette conférence, qui ont réussi à trouver des financements et qui, du coup, ont démarré bah, leur belle histoire. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'entendre ça. Donc, n'hésitez pas, restons connectés. Et du coup, pour le reste, sur la partie Green Bull, des formations, n'hésitez pas à aller directement sur le site, prendre rendez-vous. Quelqu'un répondra à toutes vos questions. Il n'y a aucun engagement. Donc, voilà. Écoute, ça ne vous coûte rien de le faire, quoi. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et du coup, bah, à très bientôt. Bye bye.